Difficile aujourd'hui de suivre l'actualité tech sans entendre parler d'IA dans tous les sens. Tout le monde s'émerveille, à juste titre, de la qualité des réponses d'OpenAI, de Midjourney et consorts. Ces modèles sont certes impressionnants et les progrès en réseau de neurones sont indéniables, mais la qualité des réponses d'une IA est directement corrélée à la qualité des données d'entraînement. Mais alors, comment avoir les bonnes données d'entraînement ? N'est-ce qu'une question de volume et surtout, une bonne donnée peut-elle compenser un mauvais modèle ? Pour répondre à ces questions d'entraînement, je ne reçois pas Didier Deschamps, mais il s'y connaît. En préparation, Edouard, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Edouard, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Avec joie, bonjour à tous. Edouard Archimbaud, je suis le CTO cofondateur de Kili Technologies. Donc, chez Kili, on fait de l'annotation de données, on développe une plateforme qui permet d'annoter de la donnée. Et mon background, c'est du machine learning. J'en ai fait beaucoup ces 15 dernières années, principalement dans le monde bancaire. Et juste avant Kili, j'ai créé et je m'occupais du lab d'IA de BNP Paribas. Ok. Donc toujours autour de l'IA, du machine learning, c'est depuis le début, il y a une espèce de... C'est quoi, t'es comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit, une passion Ouais, exactement. Donc, je suis tombé dedans à une époque où c'était pas du tout à la mode. J'ai découvert l'informatique assez tard, en 98. Donc, je devais avoir 14 ans, comme ça. Et donc ça d'une part, et d'autre part, en prépa, j'étais fasciné par l'intelligence de certains de mes petits camarades, et donc par l'intelligence en règle générale, donc le côté transcendant que pouvaient avoir certains d'entre eux en maths par exemple, à comprendre les concepts de manière complètement immédiate. Et du coup, la jonction des deux a fait que je me suis dit, je suis persuadé, j'étais convaincu au fond de moi qu'on allait pouvoir, durant ma vie, avant ma mort, craquer le problème de l'intelligence. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup. En école, j'ai fait des projets pour appliquer des réseaux de neurones à la prédiction de séries temporelles financières. Et puis ensuite, en fin d'école, j'ai fait un master de machine learning à Paris, à l'ENS-Cachan, et ensuite j'ai commencé à appliquer ça dans différentes industries. Mais donc c'est quelque chose qui m'a fasciné depuis pas mal de temps, et je suis extrêmement heureux que effectivement ces sujets-là explosent maintenant et intéressent pas uniquement une poignée de passionnés, mais beaucoup de monde. Du coup, tu disais qu'étant petit, tu étais persuadé que de ton vivant, on allait craquer le concept de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que tu as dans ce milieu, est-ce que pour toi, c'est encore atteignable ? Ou est-ce qu'il y a une espèce de prise de conscience où tu te dis, en fait, on a encore trop de chemin à parcourir pour arriver vraiment à cette IA généraliste dont on est nombreux à rêver encore ? Donc je pense que c'est plus atteignable que jamais. On vient, je pense, de franchir un grand pas. Notre cerveau fonctionne avec plusieurs types d'intelligence, en particulier 3. Une intelligence dite non supervisée, qui représente la majorité de nos apprentissages. Et donc c'est quoi ? Donc je vais les citer: l'intelligence non supervisée, supervisée et par renforcement. Non supervisée, c'est la façon dont on apprend, la façon dont fonctionne le monde. Donc si je lâche un objet, il tombe. L'apprentissage supervisé, c'est la façon dont on apprend à reconnaître
sur les genoux de nos parents des images. Ça, c'est un bateau, ça, c'est un avion. Donc, on nous montre l'image et on nous donne la réponse supervisée. Et l'apprentissage par renforcement, c'est quand on fait une bêtise et qu'on nous tape sur la main, on nous donne le signal fort que c'était négatif. Voilà. Et jusqu'à présent, 80% de l'intelligence artificielle qu'on savait faire, c'était de l'apprentissage supervisé. Donc on donne l'image d'un côté et puis la réponse de l'autre. Et là, avec donc ce qu'on appelle les modèles de fondation, ou GPT, et dont ChatGPT est une application, on commence à savoir faire des modèles qui savent apprendre de manière non supervisée, donc auxquels on fait lire énormément de données, sans avoir besoin de leur donner la réponse, et ils savent se construire un espèce de sens commun, une espèce de représentation du monde qui leur permet de se créer de l'intuition finalement sur la façon dont fonctionne notre monde. Ce qui change aussi sur ces nouveaux modèles, c'est que on n'a plus forcément besoin non plus de lui expliquer qu'est-ce qu'il doit chercher dans le corpus d'éléments qu'on lui donne en entraînement. C'est-à-dire que c'est vraiment, on lui donne les éléments et il arrive lui-même à détecter des patterns sans qu'on lui dise, bah là, ça c'est cherche des structures de phrases. Enfin, tu vois, il y a une espèce de décorrélation entre voilà ce qu'il faut chercher. La compréhension de ces modèles-là du texte est beaucoup moins littérale que celle qu'on avait avant. Et ce qui est fascinant, c'est quand on sait comment ces modèles ont appris. Donc c'est vraiment tout bête. Donc on leur fait lire, donc OpenAI en particulier, mais ce ne sont pas les seuls. On collecte énormément de textes, donc des terras et des terras de données textes, de pages web, de livres, etc. Et ils ont appris à ces modèles à lire une première partie de la phrase, donc quelques mots, et à prédire quel va être le prochain mot. Et c'est tout. Et à faire ça de manière donc des milliards de fois. Et la façon dont ChatGPT vous répond, c'est exactement la même chose. Il va lire le prompt que vous lui donnez, donc l'input que vous lui donnez, et il va prédire le prochain mot, qui va être le premier mot de sa réponse. Et ensuite, il va utiliser votre input plus le mot qu'il vient de prédire, comme pour prédire le prochain mot, etc., jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de sa réponse. Et donc, de manière très profonde, ce que ça veut dire, c'est avec une règle toute bête, aussi bête que ça, on arrive à se construire une représentation du monde qui a du sens et qu'on peut valider en regardant la façon dont la connaissance est mappée dans ces modèles-là, où par exemple, tous les mots qui ont trait des couleurs vont être localisés au même endroit, et donc il y a une zone des couleurs dans ce modèle-là. Et de la même manière que dans notre cerveau, il y a des zones qui correspondent à différents apprentissages. Dans ton explication aussi, ce qu'on comprend bien, c'est qu'en fait, ChatGPT entre autres, mais donc ces modèles d'intelligence aussi au global, au final n'ont pas d'intelligence. C'est juste du j'ai envie de dire, bête calcul statistique, même si on est d'accord que c'est pas aussi trivial que ça, mais il n'y a pas de compréhension en fait du prompt. Il n'y a pas de compréhension de la tâche à réaliser. L'intelligence, en fait, elle reste en entrée, c'est-à-dire que c'est dans la création du prompt, et au final aussi dans notre capacité, nous, à comprendre la réponse qui est sortie par l'IA, mais ce que fait l'IA au final n'a pas de compréhension en tant que telle. Alors je ne sais pas si j'irai jusque-là. C'est très difficile, sachant comment le modèle fonctionne, de se dire qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui n'est pas intelligent. Si ça se trouve, c'est tout simplement la façon dont notre cerveau fonctionne, à en permanence chercher à prédire ce qui va se passer juste après, donc que ce soit le prochain mot pour un texte, mais dans une image. Donc l'équivalent dans une image, ce serait quoi ? C'est je prends l'image, je vais masquer une petite partie de l'image et je vais chercher à la compléter. Pour une vidéo, ce serait je regarde le début de la vidéo et je vais chercher à recréer, à construire les prochains frames qui vont arriver. Et donc si ça se trouve, c'est tout simplement de cette façon-là que notre cerveau fonctionne. Donc c'est en permanence cherchant à prédire ce qui va se passer et en confrontant la prédiction
que le modèle vient de faire à la réalité. Et quand j'observe mon fils qui a 2 ans et demi, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. Ok. Oui, non, je vois effectivement le parallèle. Euh, mais au-delà de ça, en fait, ça veut dire aussi que aujourd'hui, on n'a pas d'IA qui est capable de répondre à une situation qu'elle n'a pas rencontrée en entraînement. Si je pouvais imaginer un prompt en anglais pour ChatGPT sur un document qu'il n'a pas vu dans son corpus, alors ce serait peut-être compliqué parce que le volume était assez conséquent, mais du coup, on pourrait imaginer qu'il n'arriverait pas à me trouver de réponse. Alors, Là où un être humain pourrait avoir une capacité à, à comprendre et du coup à sortir une information d'ailleurs, quoi. alors je pense que la révolution avec GPT et ChatGPT, c'est justement qu'il arrive d'une certaine manière à quand même se construire une réponse. Euh, et, euh, et du coup, parfois, d'halluciner. Donc, par exemple, si on lui demande quelle est la différence entre des œufs de poule et des œufs de vache, euh, jusqu'à il y a très récemment, il construisait une réponse très argumentée. Euh, et donc, il arrivait à fournir une réponse sur un sujet sur lequel il n'avait pas de maîtrise. Donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Euh, voilà. Et d'où l'importance, en revanche, euh, de savoir aligner le modèle avec le cas d'utilisation qu'on va en faire. Et donc, GPT, ChatGPT, ce sont des modèles qu'il faut utiliser uniquement dans certains contextes, en tout cas d'un point de vue industriel, au-delà du ludique, quoi, qui sont de, par exemple, pouvoir vérifier la réponse, parce qu'on n'est pas à l'abri que le modèle hallucine une réponse. Ouais. Du coup, dans ce que tu évoques aussi, tu parlais du fait que aujourd'hui, on arrive sur des modèles comme OpenAI, on arrive à leur présenter énormément de textes, ils arrivent eux-mêmes, enfin le modèle arrive de lui-même en fait à déterminer ce qu'il doit analyser dessus. Tu nous disais, je sais plus quelle était ta phrase exacte, mais tu nous as dit le texte est plus ou moins réglé. Ouais. Je sais plus si c'était pendant l'épisode ou si c'était juste avant, mais tu as eu un propos dans ce sens-là. Ouais. Est-ce que ça veut dire que quand tu fais ton entraînement de modèle aujourd'hui sur un aspect purement textuel, on n'a plus besoin de préparer la donnée, c'est-à-dire que tu peux vraiment pusher du PDF de tous les livres du monde et puis ça suffit? Non. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive aujourd'hui à, à des performances, donc avoir un modèle de langage, donc un GPT, qui offre des performances bluffantes. Mais en revanche, ça ne veut pas du tout dire qu'il aura des réponses qui sont correctes à 100%. Vraiment pas du tout. Et donc il y a un travail ensuite énorme pour spécialiser ce modèle-là en fonction des utilisations qu'on va avoir. Et d'où l'importance de la donnée et de la donnée d'entraînement. Et donc d'avoir de la donnée labellisée pour avoir des performances qui soient bonnes. Une IA, c'est 3 choses. C'est de la donnée d'entraînement, c'est un modèle et c'est de la puissance de calcul. La puissance de calcul, c'est réglé. Enfin, c'est avec le GPU, avec les TPU, avec le cloud, c'est réglé. Les modèles, on peut toujours faire mieux, mais c'est à peu près réglé. Déjà, il y a beaucoup de code en open source sur GitHub. Et des modèles de langage comme GPT fournissent une excellente base qui est spécialisable. Enfin, fournissent une bonne première matière, quoi. Un bon étudiant, un bon stagiaire, un bon étudiant de dernière année, qui a une connaissance générale sur beaucoup de choses, mais qui ne sait rien faire de manière excellente. Et donc, en revanche, ce qui est important, c'est d'avoir de la donnée qui permettent de transformer ce bon étudiant en expert. Et donc ça s'appelle de la donnée d'apprentissage. Et donc c'est des exemples dans lesquels on va lui montrer l'entrée, une image, par exemple, une vidéo, un texte, un PDF, et la sortie qu'on attend de lui. Donc le résultat
qu'on attend de lui. Et en lui fournissant ces exemples-là, il va apprendre lui-même à se spécialiser. Donc il va apprendre un métier. Et ça, c'est ce que nous, on fait chez Kili tous les jours. Alors forcément, ce concept d'apprendre un métier, ça me parle beaucoup. Je dis souvent sur le podcast que mon premier maître de stage, quand il m'a accueilli, il m'a dit « C'est bien, tu as appris un outil. Maintenant, il faut que tu apprennes un métier. » Parce qu'il m'avait fait comprendre que le dev, c'était pas un métier en tant que tel, qu'il faut l'appliquer à quelque chose. Donc j'aime bien cette analogie. Forcément, elle me parle. Est-ce que ça veut dire que... Alors peut-être que j'ai mal compris un truc, mais du coup, de ce que je semble comprendre de ce que tu as dit, c'est qu'en fait, une IA, elle est entraînée 2 fois. Une première fois avec... voilà les données du monde, et t'en comprends ce que t'en comprends. Et une deuxième fois en disant, voilà, si je te pose cette question-là, avec ces éléments-là, voilà ce que tu es censé me donner comme réponse. Donc en fait, il y a un premier apprentissage non supervisé, et un deuxième après supervisé, c'est ça un peu le... Enfin, ou renforcement, je sais plus comment tu... Supervisé, oui. Donc c'est ce vers quoi on se dirige. Jusqu'à présent, une IA, elle apprenait... elle ne savait rien au moment où elle était entraînée. Donc c'était uniquement du code et des exemples d'apprentissage. Et elle apprenait de manière complètement supervisée. Et donc on avait besoin de gros volumes de données annotées pour faire ça. Et le paradigme vers lequel on se dirige, donc la façon dont les IA vont probablement être entraînées dans les années qui viennent, ça va être ce que tu viens de dire, donc de partir d'une IA qui a déjà des connaissances généralistes sur le monde, donc qui a déjà appris de manière non supervisée, et qu'on va spécialiser à partir d'exemples sur le cas d'utilisation qu'on va avoir. Et donc ce que ça veut dire, c'est que l'écosystème demain de l'IA, il sera très probablement coupé en plusieurs blocs. Il y aura d'un côté des gens comme OpenAI, avec Microsoft, comme Google, peut-être comme Facebook, qui vont offrir des gros modèles de langage, comme GPT, et qu'on va pouvoir réentraîner, spécialiser avec des exemples, et transformer en experts sur les use cases qui nous intéressent. Et donc ça conviendra à tous ces cas d'utilisation sur lesquels on n'a pas de problème de confidentialité de données, donc on est prêt à utiliser la donnée publique, ou sur des cas d'utilisation sur lesquels la performance des modèles est importante, mais on n'a pas non plus besoin de systèmes ultra experts. Et donc on va utiliser ces modèles de fondation comme base qu'on spécialise. Et puis on aura un deuxième gros bloc de modèles d'intelligence artificielle qui seront des modèles complètement spécifiques, donc qui ne seront pas à base de GPT ou de Large Language Model, et qu'on spécialisera de bout en bout sur de la donnée spécifique. Et donc par exemple, ce sera justifié sur des cas d'utilisation à forte valeur ajoutée. Donc par exemple sur la voiture autonome, elle sera pas à base de ChatGPT. Oui, parce que du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que du coup, tu as des modèles d'IA qui n'ont pas besoin du texte, tout simplement, et que donc du coup, c'est des modèles spécifiques qu'on spécialise de manière encore plus spécifique. C'est ça un peu l'idée. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, et c'est vrai, donc c'est vrai pour toutes les modalités, pour le texte, pour l'image, pour les vidéos. On disait tout à l'heure que on a aujourd'hui des modèles qui ont un niveau de complexité qui te permet de pas entre guillemets pré-mâcher le travail. C'est-à-dire sur le premier entraînement, on lui passe son texte et il en fait son corpus et son analyse elle-même. Au final, c'est un peu la même chose sur le computer vision où en fait on lui passe des images et il est capable d'elle-même de définir en fait des assemblages de pixels sans qu'on lui dise cherche un triangle, cherche des carrés, cherche des ronds. Est-ce qu'au final, quand tu as ce niveau d'abstraction-là, au final, que ce soit de l'image ou du texte, c'est pareil, en fait, c'est une suite c'est une suite d'octets qui est une suite de 0 et de 1 au final. Oui, exactement. Et donc, c'est... donc, l'équivalent en texte de GPT existe en image. Et la tendance,
c'est à en faire des modèles qui soient multimodaux. Par exemple, l'API de GPT peut prendre l'entrée du texte ou de l'image. Et donc, c'est des modèles qui sont construits de manière à avoir une représentation du monde qui soit bimodale, où on puisse prendre en entrée donc, un texte qui décrit un paysage et qui devrait stimuler les mêmes régions qu'une image correspondante. Et ça fonctionne aujourd'hui ou c'est encore... Et ça commence à fonctionner. Ok. Donc il y avait on peut l'utiliser dans l'API de GPT. Et il y avait un excellent exemple dans la démo quand GPT-4 est sorti, où donc on prend une photo d'un petit dessin d'une page web faite sur un carnet, et on lui demande fais un site web, et il en sort un code HTML qui représente la page web qui a été dessinée sur le carnet. Et donc ça commence à fonctionner. Alors, est-ce que du coup, donc, si on revient sur le sujet de préparation de cette donnée d'entraînement, donc on est d'accord qu'il y a ce système en deux phases. Premier entraînement non supervisé, deuxième entraînement supervisé. Est-ce que du coup, donc, cet entraînement non supervisé, en fait, du coup, on peut pusher l'information sans préparation particulière, de manière assez brute, où tu as quand même un travail à mener. J'imagine de manière très naïve, peut-être au moins t'assurer, je sais pas, une diversité d'informations pour qu'il y ait des choses suffisamment hétérogènes pour qu'il y ait de quoi avoir suffisamment d'exemples. Ou même ça, au final, c'est même plus une nécessité aujourd'hui. Donc ce travail d'apprentissage non supervisé, généralement, il n'est pas fait par nous autres. C'est des modèles qui sont livrés sur étagère par les gros laboratoires de recherche. Mm-hmm. Et donc, eux, ce travail de préparation de données, ils le font. Il est super important. Pourquoi ? Parce que notre monde, il est biaisé. Et donc, si on ne fait pas un travail de préparation de données, de curation de données, ces modèles-là vont prendre de manière non supervisée nos biais. Donc, par exemple, si on demande à un modèle cet homme travaille en tant que, il va plutôt dire un avocat, un docteur. Et pour une femme, il va plutôt dire une secrétaire, une infirmière. Donc notre monde, il est biaisé. Si on ne fait pas ce travail de curation de données, il apprendra nos biais. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que... et donc, comment est-ce qu'on fait ? On fait en sorte de pouvoir mettre suffisamment de diversité et de retirer ces biais dans la donnée. Donc, c'est un travail de curation de données. Et puis après, comme dans toute donnée est sale, dans le sens où quand on collecte de la donnée massivement sur le web, il y a du texte et des fichiers qui contiennent du texte intéressant, d'autres pas du tout. Et donc il y a un travail de nettoyage, donc de suppression de la donnée sans intérêt pour les modèles, qui les polluerait. Voilà. Et après, à partir de cette donnée-là, donc ça fait quand même des terras de données, ces modèles-là sont entraînés sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ok. Et ce travail de préparation, aujourd'hui, du coup, il est fait par des humains, j'imagine ? Et ce travail de préparation, il est fait oui, par un mélange d'hommes et de machines. Ouais. Et c'est-à-dire que tu peux quand même avoir des machines qui vont faire ce travail de préparation. Il n'y a pas un côté logique circulaire, du coup, si tu... Donc les humains vont pouvoir faire ce travail de curation, où par exemple j'ai un exemple très concret. Donc on veut enlever des textes qui créent de l'ambiguïté pour un modèle. On va par exemple regarder, donc détecter la langue des documents en texte et regarder donc à la fois la langue et la probabilité que ce texte-là appartienne soit un texte en anglais ou un texte en français ou un texte en allemand ou un texte en chinois. Et si cette probabilité n'est pas très forte dans au moins une langue et dans une seule, ça peut probablement dire qu'il est très ambigu, que le texte qu'il contient est pas super caractéristique, pas super bien formaté, et donc on va pouvoir le supprimer. Donc ça, c'est un exemple de traitement qu'on peut faire de manière complètement mécanique pour nettoyer la donnée. Et de manière humaine, on va pouvoir calculer des métriques sur la donnée
par exemple des métriques de biais, et qui vont permettre de comprendre un petit peu comment le corpus est constitué. Donc par exemple, est-ce qu'il contient suffisamment de données de chaque langue, et de manière à s'assurer que le texte qu'on va fournir en entrée du modèle soit soit en suffisamment grande quantité, suffisamment grande diversité, et soit suffisamment propre, donc avec pas trop de données mal formatées, pour chacune des langues qu'on veut couvrir. Donc le travail humain aujourd'hui, c'est surtout réussir à collecter suffisamment de sources d'informations et au travers de ces outils statistiques, voir si la répartition des infos est homogène ou pas. Il y a pas de... Vous demandez pas à des gens de lire tout ce qui va être injecté dans une IA pour statuer sur est-ce que c'est bien ou pas bien. Alors sur la partie non supervisée, oui, c'est ça. Et nous, ce qu'on fait, on s'occupe de la partie uniquement supervisée, Okay. donc qui vient après, et qui est donc la spécialisation de ces modèles de fondation à une tâche en particulier. Où du coup, là, le but, c'est de préparer des informations où il y a d'un côté l'entrée et la sortie qui est attendue. C'est ça un peu C'est ça, le format. exactement, ouais, c'est ça. Donc c'est l'apprentissage supervisé. La façon dont ça fonctionne, c'est tout bête. C'est comme ce qu'on faisait il y a quelques années sur Facebook quand on taguait nos amis. Donc on passe un rectangle autour de leur visage. Dans notre métier, ça s'appelle une bounding box. Et ce faisant, on renseigne à un modèle à reconnaître les visages. Donc on construisait en faisant ça une base de données énorme qui permettait ensuite à Facebook d'entraîner leur propre modèle. Et donc ça, c'est de l'apprentissage, ça c'est de la construction c'est comme ça qu'on construit un dataset d'entraînement supervisé. Il y avait aussi le reCAPTCHA de Google aussi, qui est connu. C'est ça. Au début, c'était sur le scan de livres, donc on avait des mots qui étaient bizarrement écrits. En fait, c'était juste des livres qui avaient été scannés, ils n'arrivaient pas à lire. Et après, il y avait effectivement les photos qui étaient en fait des extraits de Street View pour apprendre aux voitures à repérer un feu rouge, un panneau de signalisation, ce genre de choses. Quoi. Exactement, c'est ça. Et donc, ce faisant, on est tous annotateurs, tous labellisateurs, et on construit un dataset d'apprentissage pour ces gens-là. Et donc, ce travail d'annotation, il existe. Derrière chaque modèle d'IA, il y a ce travail d'annotation. Donc, qui consiste à prendre des documents bruts, que ce soit de l'image, du texte, du PDF, de la vidéo, et à marquer dessus les informations qu'on souhaite que le modèle extrait. Et donc ça peut être quoi ? Ça peut être classifier le document, donc par exemple classifier des mails, classifier un sentiment, donc par exemple si on fait de l'analyse de sentiments d'utilisateurs sur un produit ou sur Twitter. Ça peut être extraire des informations du texte, donc par exemple lire automatiquement des tickets de caisse, extraire la date, les montants, etc. Ça peut être extraire des objets dans des images, donc par exemple détourer au pixel près des organes ou des fractures sur l'imagerie médicale, détecter des champs, des forêts, de la biomasse sur des images satellitaires, détecter des plastiques dans l'océan. Ça peut être extraire des entités nommées, donc des noms de produits, des noms de tout ce qu'on veut dans du texte. Bref. Et derrière toutes ces tâches-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des interfaces qui permettent de visualiser l'image ou le texte et d'avoir des gens qui vont marquer ces informations. Et donc, ce faisant, construire les exemples qui ensuite sont utilisés pour deux choses, à la fois pour entraîner le modèle, donc pour le spécialiser, et deuxièmement, pour contrôler la qualité du modèle. Donc pour s'assurer, pour construire un banc de test qui permette de calculer une note d'accuracy du modèle. Oui, parce que c'était effectivement ma question, c'est que avec ce travail très humain du coup de labellisation qui est fait,
t'introduis du coup potentiellement un biais d'analyse d'être humain, c'est-à-dire que soit la façon dont ces labels vont être remplis peut du coup ajouter un biais, mais aussi même la conception elle-même des labels, c'est-à-dire que si tu demandes aux gens, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple. Euh, la façon dont tu construis les labels que tu veux comme étant que tu veux identifier pardon sur un contenu peuvent aussi porter en eux-mêmes un biais si tu penses pas à structurer un ensemble de, toute une forêt de labels suffisamment vaste, c'est ça? Ouais, exactement. Effectivement, donc la notation, c'est extrêmement sensible. Derrière la notation, il y a deux enjeux. Derrière la labellisation, il y a un enjeu de productivité. Donc souvent, on a besoin d'annoter beaucoup du volume euh, pour pouvoir spécialiser fortement le modèle. Et puis un enjeu de qualité, donc qui consiste à être sûr que la donnée qu'on annote, elle soit bien annotée. Et ça a un impact direct sur la performance du modèle. Donc souvent on dit que l'IA c'est garbage in, garbage out. Donc si on l'entraîne sur de la mauvaise donnée, les performances vont être mauvaises. Et ce qui a été calculé par Meta, par Facebook, c'est que une dégradation de 10% de la qualité de la donnée d'apprentissage a un impact entre 2 et 5% sur la performance du modèle. Et si on veut combler cette réduction, cette diminution de la performance, on doit doubler la quantité de données à noter. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on annote mal, plus les performances du modèle sont mauvaises, et plus on doit annoter pour compenser. Et donc effectivement, il y a un vrai enjeu de qualité de la notation, et il y a deux choses en particulier. La notation, c'est humain, donc les humains, ils font des erreurs, ils se fatiguent, ils n'annotent pas tous de la même manière. Donc par exemple, si on dit tiens, plaçons des rectangles autour de visage, certaines personnes vont laisser une marge autour, d'autres pas, d'autres vont les centrer d'autres vont inclure le chapeau, d'autres pas. Et donc il y a un enjeu de consistance à travers une équipe. Et puis il y a un enjeu aussi d'être capable d'annoter la bonne donnée. Donc la donnée suffisamment diversifiée et la donnée qui a de l'intérêt, qui a de l'importance pour le modèle. Il y a des données qui portent plus ou moins d'informations. Voilà. Et donc c'est ces choses-là qui sont extrêmement importantes à maîtriser quand on fait la notation. Et c'est là que les outils viennent apporter de la valeur. La plateforme qu'on développe, c'est un peu comme un IDE. Un IDE, c'est fait pour coder vite, coder bien. Et donc comment ça marche? Il y a de l'autocomplétion, donc pour aller plus vite. Il y a du linting pour corriger les fautes de frappe. Google Docs, c'est pareil. Google Docs, il y a de l'autocomplétion et il y a un correcteur orthographique. La donnée, c'est pareil. La donnée, c'est le code de l'IA. Donc c'est ce qui encode vraiment le comportement du modèle. Donc ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on construit quand on annote, c'est ce qu'on attend du modèle. Et donc l'outil qu'on offre, il permet de faire la même chose. Il permet d'autocompléter, donc d'aller plus vite quand on annote. On trace un rectangle sur un premier frame d'une vidéo. Et derrière, il y a un outil de tracking qui va extrapoler le rectangle qui va suivre le rectangle sur le reste des frames, qui va suivre l'objet sur le reste des frames. Et puis, il y a aussi la détection d'erreurs. Donc, on va être capable de comparer les annotations faites par plusieurs personnes, par une personne et un modèle, calculer de la vraisemblance des annotations, pour être capable après d'aller spotter les erreurs, de savoir quelles sont les données qui vont devoir être revues par un humain. Ouais. Donc, il y a de la même manière que sur GitHub, sur GitLab, quand on pousse une PR, elle est revue, donc il y a un processus de qualité où elle va être relue par quelqu'un un peu plus senior avant d'être mergée dans la... Espérons. Voilà. Il se passe exactement la même chose dans la notation de données. Donc une annotation, elle va passer par un processus de qualité où elle va être revue par quelqu'un d'un peu plus expert qui va uniformiser la qualité entre les annotateurs et qui va s'assurer et qui va renvoyer à l'annotation
les annotations qui sont les labels qui sont de moins bonne qualité. À quel point, chez Kili, vous avez réussi à développer une suite d'outils comme ça qui permettent de voir à quel point la donnée est suffisamment propre pour être utilisée, et à quel point vous avez, vous, peut-être même en interne, des êtres humains qui vont apporter du conseil et de l'intelligence, au final, sur cette préparation de données. Donc, il y a plusieurs outils, il y a un faisceau d'outils qui permet de s'assurer de la qualité de la donnée. Il y a plusieurs lignes de défense. La première, la base, c'est de la revue. Quand on met en place un projet d'annotation, il y a deux types d'annotateurs, donc deux types d'humains qui vont créer des annotations. Il y a les personnes qui labellisent d'une part, les labelers, et les reviewers d'autre part. Donc, ce sont les personnes plus expérimentées qui vont faire ce travail de relecture. Et donc, la première chose, c'est d'avoir ce processus en 2 étapes, où il y a des gens qui vont labelliser, et puis il y a une deuxième population qui va pouvoir plus expérimenter, qui va pouvoir relire les annotations, créer des erreurs, créer des issues sur les labels, et pouvoir donc dire cette bounding box, ce rectangle-là, il est mal placé, cette cellule cancéreuse, elle a été oubliée, et renvoyer à l'annotation ces images ou ces textes mal annotés. Une autre chose, c'est de pouvoir, et renvoyant ces erreurs à l'annotation, on va pouvoir aussi enrichir les instructions de l'annotation, qui sont un document qui décrit aux gens qui annotent comment proprement, enfin qu'est-ce qui constitue une bonne ou une mauvaise annotation. Ouais. Et donc, ce faisant, on fait monter en compétence l'équipe d'annotation. Ça, c'est la première ligne de défense. Donc, c'est ce processus de review. La deuxième, c'est le fait d'avoir des métriques de qualité. Donc, d'être capable de pouvoir mesurer de la donnée qui est bien annotée et de la donnée qui est mal annotée, et de pouvoir afficher ces métriques-là dans des dashboards qui permettent d'avoir une idée de la qualité globale de l'annotation sur l'image, et enfin sur le dataset d'images par exemple, et de savoir les images qui sont bien annotées et mal annotées. Il y a plusieurs types de métriques. Un exemple, c'est du consensus. On va faire annoter une même image, un même document par plusieurs personnes, et on va ensuite comparer. Et donc on va faire ça systématiquement sur toutes les images si on a besoin d'avoir une qualité extrême sur tout le dataset, ou sur un échantillon, sur 10% des images, de manière aléatoire, pour avoir une idée de la cohérence entre un data. Un autre exemple de métrique, c'est de calculer la différence entre la notation faite par un humain et celle faite par un modèle. Et on va être capable du coup de calculer une vraisemblance, la vraisemblance vue par un modèle d'une annotation humaine, et ce faisant, permettre à la personne au reviewer, à la personne qui va relire les annotations, de se concentrer sur des annotations qui paraissent bizarres pour le modèle, et donc qui sont aussi a priori les annotations qui vont apporter le plus au modèle. Après, une troisième ligne de défense, donc après la review, les métriques, c'est le fait de pouvoir mettre en place des règles, donc un peu comme du linting sur du code, qui permettent de manière programmatique faire de la qualité. Donc par exemple, j'annote des dates dans un document texte. Les dates, elles vont toujours être construites de la même manière, et je vais pouvoir mettre en place des expressions régulières qui vont permettre de dire ça c'est pas une date, quoi. Si j'extrais des numéros sirène, tirette, de la même manière, on peut les contrôler avec des règles. Si j'annote des personnes sur des images avec des rectangles, et que ces personnes-là, elles sont dans la rue, a priori elles sont debout, a priori les rectangles ils sont plus hauts que larges. Et donc on annote des dents, l'homme il a 32 dents max, s'il y en a plus, c'est qu'il y a un problème. Et donc on va pouvoir mettre comme ça en place un faisceau de règles pour contrôler la qualité. Et donc ça, c'est 3 lignes de défense qui permettent de s'assurer que la qualité de la donnée annotée est bonne, et c'est vraiment ce qui est essentiel, quoi. Ouais. Parce que l'IA, comme on disait, c'est garbage in, garbage out.
Il y a aussi ce qu'on perçoit vraiment dans toute cette préparation que tu évoques. Il y a l'importance de la connaissance métier, enfin de l'expertise sur laquelle tu vas spécialiser ton IA. Euh, à quel point, du coup, les labellisateurs doivent être au fait de cette expertise-là? Ou est-ce que tu peux demander une fois que tu as bien défini tes labels, est-ce que tu peux demander au final à n'importe qui, je m'entends, mais tu pourrais demander au final à n'importe qui de faire cette labellisation? Alors, c'est une super question. Ça dépend vraiment donc ça dépend vraiment du sujet. Euh, donc, on va pas attendre la même expertise de quelqu'un qui va noter des images médicales, de quelqu'un qui va annoter pour de la voiture autonome, donc plutôt des objets de tous les jours. Euh, Il y a deux types d'annotateurs sur les projets. Il y a des annotateurs euh, donc, qui appartiennent, qui sont onshore et offshore, donc qui sont soit dans l'entreprise, soit qu'on peut aller chercher à l'extérieur. Donc par exemple, dans la banque, sur un cas d'automatisation de processing de documents pour du back-office, on va pouvoir utiliser comme annotateur soit des gens du métier, donc qui travaillent par exemple pour la compliance dans la banque. On va pouvoir aussi utiliser des gens qui sont freelance ou qui travaillent à l'extérieur et qu'on peut éventuellement former. Donc l'un ou l'autre a des avantages et des inconvénients. Donc si on annote avec des gens qui sont dans l'entreprise, ça coûte plus cher, mais ils sont experts métier. Et en revanche, ils sont souvent pas habitués à noter. Donc ils vont faire plus d'erreurs, ils sont pas habitués aux outils, etc. Ce qui est contre-intuitif, comme se dire que les gens dont c'est le métier sont plus susceptibles de faire des erreurs au final. Oui, parce qu'il y a une technicité dans le fait d'annoter. C'est quelque chose qui est répétitif et sur lequel il faut être extrêmement rigoureux pour toujours annoter de la même manière. Et cette rigueur-là, on l'a pas forcément si notre métier c'est pas d'annoter. Et on peut aussi faire du coup appel à des gens qui sont extérieurs et qui du coup coûtent généralement moins cher, mais qu'il faut parfois former. Alors comment est-ce qu'on fait pour concilier le meilleur des deux mondes? Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par faire annoter. Alors, la première étape d'un projet d'annotation, déjà, c'est de construire des guidelines, donc des instructions, de savoir qu'est-ce qu'une une bonne annotation, et d'avoir des exemples d'un document bien annoté et d'un document mal annoté, avec des edge cases, donc des cas un peu particuliers au bord, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est construit avec des gens du métier, des experts métiers. Ensuite, on va commencer de manière très itérative à noter. Donc, on va faire au début annoter un petit peu les experts métiers pour construire quelques exemples, vérifier que les instructions sont claires, vérifier que le plan d'annotation, donc les différentes informations qu'on cherche à extraire dans les documents, est complet, qu'il ne manque pas des classes, qu'il n'y a pas trop de classes, bref, que l'ontologie d'annotation est propre et correspond à la réalité. Et ensuite, on va faire donc annoter quelques dizaines de documents, on va vérifier, on va relire toutes les annotations pour s'assurer que la qualité est vraiment top à 100%. Ensuite, on va augmenter un petit peu la taille du batch et on va procéder comme ça en batch successif en augmentant petit à petit la taille des batchs, donc en augmentant en annotant au début 50 images, puis 100, puis 200, puis 500, etc., puis 1000. Et au fur et à mesure que la taille des batchs augmente, on va pouvoir aussi commencer à embarquer des personnes potentiellement outsourcées et qu'on va pouvoir tester sur la donnée qui a déjà été annotée par des experts. Et donc, ce faisant, on s'assure qu'elles sont au top, qu'elles sont formées avant d'être embarquées sur le projet. Est-ce que du coup, toute donnée est annotée au moins 2 fois ou même plus? Ou est-ce qu'il y a un moment où en fait, une fois ça suffit? Alors donc ça dépend vraiment de la tâche, ça dépend vraiment de la criticité du projet. En règle générale, au début, on commence par annoter quasiment tout 2 fois pour s'assurer d'avoir un golden standard sur au moins une petite partie de la donnée, une petite partie du dataset. Et puis, au fur et à mesure, quand on gagne en confiance sur la
le fait que les annotateurs ont compris correctement la tâche, on va pouvoir relâcher les contraintes de revue et faire en sorte que les annotateurs, que les données soient plus annotées 2 fois, mais simplement 1 fois. Ok. Alors, est-ce que j'essaie du coup de faire un peu le parallèle avec ChatGPT, qu'on connaît quasiment tous normalement. Est-ce que ça veut dire que le modèle GPT, du coup maintenant GPT-4, c'est en fait ce premier entraînement non supervisé qui construit le modèle, et ChatGPT, c'est suite à ce deuxième entraînement avec les données labellisées qui permet d'avoir un outil de chat, mais que derrière, il y a un modèle d'IA en fait, qui a été entraîné de manière non supervisée, c'est ça, ou il y a encore autre chose Non, c'est exactement ça. Donc GPT-4, c'est un modèle, comme tu l'as dit, non supervisé. Et ChatGPT, c'est un point d'entrée à GPT-4, c'est un entry point, et qui a été construit de manière supervisée. Et donc la façon dont ça a été construit, c'est on a demandé à des annotateurs d'écrire eux-mêmes à la main les réponses que devrait donner ChatGPT, qui n'existait pas encore, à des inputs utilisateurs. Et donc on a construit des exemples de un input utilisateur, un prompt, et la réponse que devrait donner ChatGPT. Et avec cette base d'exemples, donc ChatGPT a appris une première fois comment générer les réponses. On l'a utilisé ensuite pour, sur des nouveaux inputs, générer des réponses candidates et générer 3 réponses candidates. Ça a fait une deuxième tâche d'annotation à laquelle on a demandé à des annotateurs de noter, de ranker parmi les 3-5 réponses candidates fournies par la première version de ChatGPT, laquelle est la meilleure. Donc ça, c'est de l'apprentissage renforcé du coup. Ça, c'est de la classification. Donc c'est une tâche de classification supervisée, où on demande, c'est une tâche de ranking supervisée, où on demande à des annotateurs de ranker leurs préférences. Mais du coup, quelle est la différence entre une IA qui te sort 3 résultats et tu lui dis celui-là c'est le meilleur, versus ce que tu évoquais tout à l'heure, l'apprentissage renforcé, où tu signales, tu tapes sur les doigts comme tu disais tout à l'heure, quand il y a un mauvais apprentissage. Ouais. Non, et donc effectivement, tu as raison. La tâche elle-même d'annotation, c'est une tâche supervisée, mais c'est utilisé dans le cadre d'un modèle par renforcement pour apprendre au modèle, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Okay. Donc effectivement, le modèle qui est entraîné derrière, la tâche elle-même c'est une tâche supervisée, mais le modèle qui est entraîné derrière, c'est un modèle d'apprentissage par renforcement. Okay. Et ensuite, il y a une troisième tâche qui a consisté à demander donc, à la nouvelle version de ChatGPT de générer des réponses, et on a demandé à des annotateurs de les classifier en est-ce que c'est une réponse qui est correcte, pas correcte, qui est insultante, qui pose des problèmes de mœurs, etc. De manière à pouvoir contrôler la qualité de l'output de ChatGPT. Et donc, ce qui a permis de passer de GPT à ChatGPT, c'est 3 tâches d'annotation. Donc, de la transcription, du ranking, de la classif. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle du reinforcement learning from human feedback. Ok. Alors, il y a quand même parce que j'engrange un petit peu toutes ces informations. Donc, ce que tu me dis, c'est que si on prend le cas de ChatGPT, on a pris le modèle de GPT-4 avec un ensemble de prompts et l'ensemble de réponses qu'il faudrait sortir. Je ne sais pas combien de données ont servi pour entraîner ChatGPT, mais à mon avis, ce n'est pas possible que l'ensemble des prompts utilisés aujourd'hui par des êtres humains sur ChatGPT ait pu être envisagé lors de cet entraînement. Et donc, il y a quand même une capacité du modèle en fait, à aller au-delà de ce qu'il a déjà vu. Et si je dis ça, c'est parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai fait quelques épisodes autour de la voiture autonome. Et il y a un exemple qui est ressorti plusieurs fois d'une Tesla qui a croisé à un moment un camion qui transportait des feux rouges. Et en fait, la voiture, elle n'a jamais vu ce qu'elle a d'avoir plusieurs feux rouges ensemble qui se déplacent sur la route. Et du coup, elle n'a pas su réagir. Mais pourtant, de ce que je comprends, dans le cadre de GPT-4, il y a une capacité quand même à aller au-delà
à réussir quand même à répondre à des situations jamais rencontrées lors de l'entraînement. Est-ce que c'est parce que GPT-4 est déjà un peu plus loin que Tesla? Enfin, tu vois, comment t'expliques cette... Alors, les deux modèles sont, enfin, ont, disons, les mêmes caractéristiques. Donc, tout modèle de machine learning a une capacité à généraliser. Et donc, comment ça marche? C'est exactement comme une régression linéaire. Donc, quand on cherche à tracer une droite entre des points sur un plan de dimension, la régression linéaire qu'on construit, elle généralise. Donc, elle va permettre de calculer un y pour un x qu'on n'a pas dans le dataset d'entraînement, donc sur lequel on n'a pas un point dessiné sur le plan. Et donc ça, c'est la capacité à généraliser un modèle. Et de la même manière, les voitures Tesla, elles ont pas vu tous les carrefours, elles ont pas vu toutes les conditions météorologiques, donc elles ont cette capacité à généraliser. En revanche, euh, un des enjeux, c'est les événements rares. Donc la capacité à faire en sorte que le dataset d'entraînement qu'on utilise couvre suffisamment bien, donc avec suffisamment d'exemples, tous les scénarios que le modèle va rencontrer en production. De la même manière que nous, on aura pour certaines situations du mal à extrapoler, à généraliser, à comprendre certaines situations qui sortent complètement de l'ordinaire. De la même manière, un modèle aura du mal à le faire alors de manière un peu plus narrow-minded évidemment, s'il n'a pas déjà rencontré ces situations. Donc une voiture effectivement qui suit un camion rempli de feux rouges, une voiture qui suit un camion en métal qui réfléchit donc la propre image de la voiture qui lui donne l'impression qu'elle a une voiture qui lui arrive en face, etc. Et donc pour ce faire, l'enjeu pour Tesla, c'est d'être capable de construire un dataset qui contienne un maximum de ces situations complexes. Et donc d'avoir un dataset qui soit à la fin suffisamment diversifié. Un problème de machine learning, pour peu qu'on ait un dataset qui soit suffisamment grand, suffisamment propre, donc avec des annotations qui soient suffisamment consistantes entre elles, et un dataset qui soit suffisamment diversifié, si on a ces trois choses-là, le problème il est résolu. Et dans le cadre de la voiture autonome, ce qui est complexe, c'est d'avoir tous ces cas particuliers. Et donc pour ce faire, ce qu'ils font chez Tesla, c'est qu'ils utilisent toute la flotte de véhicules, donc équipés d'autopilotes, pour faire remonter de la donnée. Et ensuite, avec des modèles d'active learning, donc des modèles qui leur permettent d'extraire, d'enlever toute la donnée qui est sans intérêt, donc toutes les autoroutes sur lesquelles il ne se passe rien, etc. Et de isoler uniquement les données complexes, donc par exemple des boules de pétanque, des ballons qui roulent sur l'autoroute, des entrées-sorties des tunnels qui sont complexes, des conditions météorologiques particulières, etc. Et d'annoter ces données-là. Et donc la dernière partie, ils ont une boucle, et donc ce qu'ils appellent un data engine, qui est constitué de différentes briques. Donc un réservoir de données, donc la donnée qui va remonter de leur système, de leur flotte de véhicules. Un outil de priorisation de la donnée, donc qui va être à la fois un ensemble de modèles, donc d'active learning, qui va permettre de faire remonter, d'envoyer dans la queue d'annotation la donnée d'intérêt, une plateforme d'annotation qui va permettre à des armées d'humains d'annoter la donnée, de contrôler la qualité avec ce que je décrivais, des règles, de la review, des métriques. Ensuite, du réentraînement de leur modèle. Ces modèles pouvant être utilisés aussi pour pré-annoter la donnée et pour mettre également à jour les systèmes dans les flottes de véhicules. Et donc, c'est vraiment une boucle dans laquelle on récupère la donnée de production, on isole la donnée qui est importante, on la note, on contrôle la qualité, on update les modèles,
et les modèles de part en prod qui est en place. Et tu as évoqué des armées d'annotateurs, c'est parce qu'en fait, il y a une vraie criticité. En fait. Donc, ils ont beaucoup de monde qui ont ce rôle-là aujourd'hui d'annotation. Ouais. Chez Tesla, il y a énormément de monde qui annote. Chez OpenAI, il y a aussi des centaines de personnes qui annotent. Et c'est vraiment l'annotation, c'est vraiment le cœur, le cœur de l'apprentissage de ces modèles d'IA. Souvent, quand on pense IA, on pense algorithme, donc on pense code, Python, voilà. En fait, la valeur, elle est dans la création des exemples. Et c'est ça qui fournit vraiment la connaissance au modèle. Et d'autant plus aujourd'hui où, du coup, la stack... c'est vrai qu'il y a quelques années, l'apprentissage de modèles, le travail en tout cas autour de l'IA se faisait beaucoup au niveau du Python. Maintenant, la stack a tendance à remonter d'un niveau d'abstraction, de la même manière qu'on était passé de l'assembleur au C, au C++, au Python, etc. Après le Python, la stack remonte d'un cran et passe au niveau de la donnée. Et donc maintenant, les interfaces sur lesquelles on va concevoir ces modèles d'IA, ces interfaces qui permettent de manipuler ces exemples, ces IDE qui permettent de coder la donnée d'apprentissage qui est utilisée pour faire apprendre le modèle. Est-ce que ça veut dire que la différence entre GPT-3 et GPT-4, est-ce que la différence elle est plus au niveau d'un réseau de neurones qui a été réagencé? Parce que de ce que j'ai compris, au travers de toutes mes recherches plutôt sur ces sujets-là, en fait, le neurone en tant que tel, c'est pas une techno qui a changé drastiquement depuis 60 ans. C'est surtout l'agencement des différents neurones, un peu comme dans un processeur. Est-ce que la différence du coup entre GPT-3 et GPT-4, elle est surtout sur un réagencement de modèles de ces différents neurones ou sur un dataset d'entraînement, du coup supervisé ou non supervisé? Tu vois, c'est quoi Est-ce qu'au final, avec un même modèle, à mesure que j'améliore ma donnée, je peux le rendre meilleur sans m'embêter juste à changer mon modèle? Alors, l'architecture utilisée entre GPT-3 et GPT-4 n'a pas changé. C'est ce qu'on appelle des transformers. Donc, c'est une architecture de réseau de neurones un peu particulière avec un système d'attention. Bref, il y a quelques années, ce qu'on utilisait, c'était plutôt des CNN, donc des réseaux convolutionnels. Il se trouve qu'aujourd'hui, les transformers permettent de mieux utiliser la mémoire des GPU et donc permettent de mieux exploiter toute la puissance du hardware et fonctionne mieux. Peut-être que demain, quand on aura d'autres types de cartes graphiques, ce seront d'autres architectures qui fonctionneront. Donc j'imagine qu'on appelle ça un transformer parce que chaque neurone en fait fait une transformation sur son entrée pour donner une sortie. Enfin, exemple tout con, il y en a un qui va sortir, qui va une transformation qui va compter le nombre d'adjectifs, j'imagine, sur un texte, ce genre de choses. Ouais, voilà, ouais, exactement, c'est ça. Un réseau de neurones, c'est tout simple. Ça fonctionne un peu de la même manière qu'un neurone biologique. Ça va être un ensemble d'opérations, disons une espèce de barycentre au niveau de chaque neurone, où un neurone reçoit des informations, les compile et sort une information qui va être ensuite transmise à d'autres neurones. Et la puissance du réseau de neurones, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce qu'il y a une loi de l'échelle qui fait que quand on augmente la taille du dataset, la taille du réseau de neurones, l'architecture, disons, des réseaux de neurones est scalable. Donc, un réseau de neurones d'un tout petit insecte finalement et d'un humain, c'est à peu près la même chose. Et c'est la même chose dans ces systèmes-là. Donc, entre un petit réseau de neurones transformers que vous allez pouvoir faire tourner sur votre laptop ou qu'OpenAI fait apprendre, c'est la même chose. Il y a simplement une question d'échelle entre les deux. Et donc Alors attends, juste parce que c'est intéressant, parce que, en tout cas moi je crois apprendre un truc. Si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est qu'en fait, si je fais un réseau de neurones sur mon ordi avec, on va dire, une centaine de neurones, allez, on va dire, je prends 10 000 neurones, mon ordi peut le faire tourner. Et en fait, ChatGPT, ils ont... Oui, parce qu'en fait, oui, c'est ça. En fait, quand je fais un réseau de neurones, je programme pas, je dis pas à tel neurone, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça.
C'est juste qu'en fait, ils ont chacun une transformation, mais qui n'est pas déterminée par un développeur. Et c'est juste qu'en fait, plus tu multiplies le nombre de transformers qui vont se connecter les uns aux autres, mais du coup, il y a quand même un chemin qui est tiré entre chaque neurone de manière humaine, non? Ou comment est-ce qu'on gère ces clusters de... Non, il n'y a rien qui est hard-codé au niveau des neurones. La seule différence entre ce que tu vas pouvoir faire sur ton ordinateur et ce que eux font, c'est une question d'échelle. Ok. C'est que si tu mets suffisamment de puissance de calcul et suffisamment de données, tu vas pouvoir commencer à apprendre des choses, à te construire des concepts. Donc à pouvoir abstraire le concept de couleur et te dire que le bleu, le vert, le jaune, le violet, etc., ce sont des mots qui représentent des couleurs et qui vont être localisés du coup à peu près au même endroit que dans ton réseau de neurones. Si tu fais ça à trop petite échelle, tu vas pas avoir suffisamment de données pour être capable de te construire ces concepts. Donc ce que tu disais, c'est qu'entre GPT-3 et GPT-4, le réseau de neurones en lui-même, son architecture n'a pas changé. C'est ça. C'est uniquement le volume de données et la structure de la donnée, du coup, d'entraînement qui a changé. Alors, donc les détails, on ne les connaît pas, parce que la recherche, dans le dernier papier sur GPT-4 de OpenAI, il n'y a plus du tout de détails sur la façon dont ils entraînent le modèle, la façon dont il est architecturé, etc. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une différence d'échelle sur la puissance de calcul et sur la donnée. Et que jusqu'à présent, et c'est tout le pari de OpenAI, ils ont une espèce de martingale où quand tu continues de mettre plus de puissance de calcul et plus de données au service de ces modèles-là, ils s'améliorent. En revanche, les détails, on les connaît plus. OpenAI, ils publient plus les détails de leur modèle. Google ne publie plus sur ces sujets-là. Les laboratoires académiques ne sont plus compétitifs, donc ils n'ont plus les ressources nécessaires pour être capables d'entraîner des modèles qui soient état de l'art. Donc ça fait 5 ans qu'il n'y a pas de papier majeur qui soit sorti de la recherche publique, donc c'est difficile, ça devient de plus en plus compliqué de savoir exactement comment ces modèles fonctionnent, mais il y aura une démocratisation. Très probablement, la puissance de calcul, elle continue d'augmenter, la loi de Moore, elle continue de fonctionner, et on commence à avoir en open source des versions nano de GPT-2, etc., qui vont permettre à tout à chacun de mener des expériences avec ces modèles-là et se les approprier. Comme tu le disais tout à l'heure au début de l'épisode, la partie puissance de calcul, c'est un non-débat aujourd'hui. C'est qu'avec le cloud, au final, il suffit de mettre suffisamment d'argent et tu as ta puissance de calcul qui va avec. Donc en fait, la vraie intelligence dans l'intelligence artificielle, c'est dans ta capacité à structurer ta donnée d'entraînement et la labelliser sur cette partie d'entraînement supervisé. C'est ça exactement. Ouais. C'est là qu'est la valeur. C'est ce qui permet de passer, de construire un modèle qui soit pertinent sur un cas d'application. Ouais. C'est vraiment cette capacité à pouvoir construire sa donnée d'entraînement qui soit propre et qui soit fiable et qui permette d'aligner son modèle, donc souvent pré-entraîné maintenant de manière non supervisée, avec le cas d'utilisation qu'on cherche à traiter. Et donc c'est ce qui est fait à travers la transformation GPT vers ChatGPT, et c'est ce qui est fait derrière chacun des modèles qu'on connaît, qu'on utilise au quotidien. C'est un travail de supervision au cœur duquel se trouve la notation. Et si on reprend ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le besoin d'apprendre un métier, donc le but c'est de permettre à ces IA d'apprendre un métier. Donc il y a un métier qui est en train de se créer aussi à côté, donc c'est réussir à apprendre un métier du coup à ces IA. Est-ce que pour toi cette
cette capacité à bien structurer sa donnée, c'est pas structurer sa donnée, mais c'est à bien définir l'ensemble des labels que tu dois apposer à ta donnée. Est-ce que c'est un métier est-ce que c'est une expertise qui est plus proche du métier sur lequel tu veux entraîner ton IA, ou c'est plus une expertise technique aujourd'hui, tu vois, euh, est-ce que par exemple je peux être expert là-dedans et demain aller adresser aussi bien un hôpital qu'un cabinet comptable, qui sont des expertises très... Ou est-ce que il faut mieux être dans un cabinet comptable et tu peux faire ça pour tous les cabinets comptables du monde? Tu vois, elle est où le... Ouais. Donc il y a les deux types d'expertise. Il y a à la fois une expertise qui est verticalisée, où tu vas trouver des gens qui sont experts de la notation déjà dans une langue, donc tu as le français et l'anglais machin. Tu peux avoir des gens qui sont experts de la notation de documents légaux, des gens qui sont experts de la notation d'images médicales. Et donc souvent, derrière ça, on va chercher des gens qui ont des PhD dans ces domaines-là, quoi. Donc on va chercher des thésards, des docteurs, de jeunes internes pour annoter, des données médicales. On va chercher des gens qui ont des diplômes d'avocat, etc., pour annoter donc sur ces verticales métiers, d'une part. Et puis d'autre part, il y a une expertise plus sur l'organisation d'un projet d'annotation. Un projet d'annotation, c'est un peu particulier. On en parlait tout à l'heure. Il y a différentes étapes qui sont critiques. Il y a la conception de l'ontologie d'annotation, il y a le choix de la donnée annotée, il y a la conception des instructions d'annotation, d'écrire ce qu'est une bonne annotation, pas une bonne annotation. Il y a l'expertise autour de faut-il ou pas, peut-on ou pas utiliser du machine learning pour aider à annoter. Est-ce que ça ne va pas créer du biais pour le modèle? Est-ce que ça ne va pas polluer plus les annotateurs qu'autre chose? Comment faire en sorte pour que ça apporte de la valeur, de l'efficacité, de la qualité? Quel workflow de qualité mettre en place? Quelle métrique mettre en place? Donc ça, c'est toute une expertise métier autour de la notation qui pour le coup est générique et que nous, qu'on a développé. Donc qui s'est développé ces dernières années. La notation, c'est un métier qui n'existait pas il y a 6-7 ans, quoi. C'est vraiment, c'est apparu avec le deep learning, avec l'explosion de ces réseaux de neurones qui sont extrêmement consommateurs de données d'apprentissage, et donc qui s'est construite. Et nous, c'est une expertise qu'on a développée en interne. Et donc on offre beaucoup de contenu, de webinars, etc., de formation là-dessus, d'accompagnement. Et puis après, on s'entoure d'experts métiers, donc le legal, le médical, etc., pour avoir le meilleur combo des deux, pour aider nos clients à construire des datasets d'apprentissage qui soient fiables, quoi. Ok. C'est fascinant, je trouve, cette plongée dans le monde de l'IA. Donc du coup, de ce qu'on disait, la partie puissance de calcul, ça c'est un sujet qui est réglé. Les réseaux de neurones, on l'a compris, c'est aussi le côté modèle, on est à peu près réglé. Donc, le sujet aujourd'hui, il est sur la préparation de ces données d'entraînement. Sur ce sujet de la donnée d'entraînement, c'est quoi pour toi les grands enjeux qui vont arriver? C'est-à-dire qu'à mesure que ces outils se généralisent, se démocratisent, sont utilisés par de plus en plus de monde, votre enjeu, c'est quoi? C'est juste de réussir à en labelliser de plus en plus vite? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui vont encore tout chambouler dans ce monde qui est en train de bouger extrêmement vite depuis quelques mois? Alors, donc, la puissance de calcul, c'est un enjeu qui est, juste pour revenir à ce que tu as dit, qui est craqué, mais qui reste quand même un différenciateur fort entre ce que peuvent faire certains géants du web, donc qui vont l'entraînement d'un GPT-3, GPT-4, c'est des dizaines de millions d'euros. Donc la puissance de calcul, elle existe, mais elle coûte cher, ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui fait que c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Après, donc sur un peu les enjeux autour de la donnée d'apprentissage, donc
d'une manière générale, il y a 2 enjeux. Il y a avoir de la donnée de qualité. Et donc ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué, quoi. La qualité de la donnée d'apprentissage, c'est quelque chose qui est relativement mal défini. C'est quoi la donnée de qualité? Et donc, comment est-ce qu'on la mesure? Comment est-ce qu'on fait pour le mesurer que ça coûte pas cher, quoi, pas horriblement cher? Tout à l'heure, je parlais d'une façon de faire monter la donnée de qualité, la donnée d'apprentissage en qualité, qui est le consensus qui consiste à faire noter plusieurs fois la même donnée. Ça coûte extrêmement cher. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de faire ça de manière plus intelligente? Et donc ça, c'est une première chose. Et après, il y a le sujet de la quantité. Et donc le sujet de la quantité de données d'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait pour réduire l'effort? Donc la notation de données, ça reste toujours une pain, quoi. C'est pas très amusant de regarder 10, 100, 1000 images et les classifier. Comment est-ce qu'on fait pour automatiser ça au maximum? Et donc, l'enjeu derrière, c'est la construction d'outils qui permettent de mieux interagir de manière plus intelligente avec la donnée. Donc, d'avoir une interface homme-donnée qui soit la plus efficace possible. Et donc, de répondre à certaines questions comme, OK, quelle est la prochaine bonne donnée à annoter? La prochaine, vraiment, la meilleure image, celle qui apporte le plus de valeur modèle. Comment est-ce que je fais pour savoir si mon annotation elle est bonne ou pas bonne? Comment est-ce que j'ai un modèle qui me permet de me détecter les erreurs de manière automatique? Comment est-ce que je fais pour prénoter de manière efficace? Et donc ça, c'est toutes ces questions que nous, on s'attache à travailler à répondre. Et ensuite, la place de données d'apprentissage va probablement un peu évoluer. Ce qu'on voit avec ces modèles de fondation, c'est probablement qu'on aura besoin d'un petit peu moins de données, mais sur beaucoup plus de use cases. Donc ChatGPT, c'est l'application qui a été la plus populaire la plus rapidement ever, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Et pourquoi? Parce que c'est extrêmement simple, tout le monde sait parler, c'est extrêmement flexible, donc ça marche sur à peu près tout, et c'est performant, quoi, c'est rapide. Et donc ça va faire en sorte que ces modèles, l'IA va probablement enfin pouvoir se diffuser de manière massive dans les applications, dans nos vies, dans nos métiers. Un peu comme quand l'informatique est passée des laboratoires à l'ordinateur portable, le téléphone de tout le monde. Et donc les enjeux derrière, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que de continuer à pouvoir contrôler la qualité de ces modèles-là. Et donc la donnée, je pense que les enjeux autour de la qualité de la donnée seront plus importants que jamais, notamment en termes de diversité. Donc comment est-ce qu'on s'assure que les datasets d'entraînement et de test couvrent tous les cas particuliers que le modèle va avoir besoin de voir en production. Tu mentionnais tout à l'heure les exemples autour de la voiture autonome, celle qui suit un camion rempli de feux rouges. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que le petit modèle qu'on vient de construire à base de ChatGPT, qui a l'air bon, qui a l'air de pas trop mal fonctionner, va pas se planter bêtement sur un exemple un peu particulier. Ouais. Et donc derrière le sujet du monitoring, probablement à l'échelle de ces modèles. Et donc on va probablement arriver vers des systèmes où on va avoir des tas de modèles en production, et puis derrière une remontée de la donnée qui est vue par ces systèmes, dans laquelle on va devoir pouvoir naviguer, comprendre quels sont les exemples sur lesquels les modèles ont été bons, pas bons, les exemples à vérifier, et pouvoir les réannoter pour respécialiser ces modèles. Et donc je pense que l'enjeu du monitoring et de la labellisation de cette donnée de production vont être extrêmement importants. Tu évoquais aussi en début de live que la distinction entre IA et machine learning, c'est qu'en gros, IA, c'est tout ce qui est encore en recherche, on va dire.
Est-ce que du coup ça veut dire que sur la partie labellisation, aujourd'hui par exemple si on te demande de labelliser des visages sur des photos, ça on peut le faire de manière automatique parce qu'en fait il y a une époque c'était de l'IA mais aujourd'hui c'est suffisamment fiable pour qu'on puisse l'utiliser pour la labellisation automatique et qu'en fait peut-être qu'à terme, à mesure que nos modèles progressent, tu as des trucs qu'on labellise aujourd'hui à la main qu'on pourra labelliser de manière automatique demain et il faudra du coup aller labelliser plus finement d'autres choses autrement. C'est un peu ça aussi la dynamique. Oui, c'est un peu ça. Donc, on- la notation, la labellisation, par définition, c'est toujours manuel. Donc, euh, si on pouvait labelliser de manière complètement automatique, on n'a pas besoin de labelliser, quoi. Euh, des choses aussi bêtes que la détection de visage, dans des cas particuliers, ça peut être extrêmement complexe en fonction des conditions de prise de vue, etc., la qualité des images, machin. Et donc, on peut jamais dire que le problème il est, il est parfaitement résolu. En revanche, effectivement, l'automatisation peut prendre une grande place euh, dans, le, dans la construction du dataset d'entraînement. Et donc, automatiser, enfin, permettre de réduire la quantité de données annotées et donc de se concentrer, de faire en sorte de focaliser l'effort d'annotation uniquement sur les images qui sont les plus pénibles. Et donc, l'histoire de l'IA, l'histoire du machine learning, c'est ça. C'est d'emmagasiner petit à petit, à base d'annotation, la connaissance du monde dans ces modèles. Et, euh, et donc de transférer notre expertise dans ces IA, quoi. Et, euh, et de quelle manière ça se passe? Ça se passe à chaque fois en faisant faire à des modèles la partie facile, un peu systématique de la notation, et en se concentrant, nous, sur les parties plus complexes. Et, euh, et aujourd'hui, euh, cette annotation humaine, elle est plus importante que jamais, à la fois quand nous on développe des modèles, ou quand on développe des modèles pour détecter des cellules cancéreuses, analyser des images satellitaires, etc. Derrière, c'est de l'annotation de données, pure et dure. Et puis dans les modèles de fondation construits par des OpenAI, etc., c'est aussi beaucoup, beaucoup d'annotation. Ces gens-là emploient des armées d'experts de tous les domaines pour continuer d'enrichir leur modèle. Ok. Passionnant. Merci beaucoup, Edouard, pour cet échange. J'aurais deux dernières questions pour toi. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs de ce podcast, tech ou non tech, ça peut être vraiment ce que tu veux. Ouais. Sur ces sujets-là, je pense qu'il y a peut-être un compte Twitter à suivre, Ouais. celui d'Andrei Karpathy, qui est la personne qui s'occupait du machine learning chez Tesla, et qui a été la première personne à construire ces data engines. Donc vraiment, cette plateforme qui permet de construire de manière industrielle de la donnée d'apprentissage. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, je pense, visionnaire sur ce domaine et qui est passionnant. Si vous vous intéressez à la notation de manière extrêmement opérationnelle, vous pouvez aller faire un tour sur notre site web, sur kilitechnology.com, où on a fait pas mal de webinars, donc vous pouvez voir les réenregistrements sur la façon de mener un projet d'annotation, automatiser l'annotation, utiliser GPT, ChatGPT pour accélérer votre annotation. Et puis si vous voulez vous tenir un peu au courant des derniers papiers, des dernières avancées en IA, il y a un compte qui est... je vous conseille de vous abonner à un compte YouTube, celui de Yannick Kilcher, qui est le CTO d'une boîte qui s'appelle Deep Judge, si je ne me trompe pas, c'est un Suisse, et qui publie régulièrement du contenu sur les réseaux, sur YouTube, où il vulgarise le contenu
de papier un peu important, un peu fondateur dans l'industrie. Ok. Et dernière question rituelle, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Ah oui, alors sans hésitation, espace. À une époque, j'avais commencé à faire la tabulation. C'est un enfer. C'est un enfer si on va avoir la consistance un peu dans la façon de visualiser un code source, donc sans hésitation, espace. Ça marche. Top. Merci beaucoup, Edouard, pour cet épisode. Merci à toi, merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est de la réassurance de se dire qu'il y a encore un besoin d'humanité dans ce monde d'intelligence artificielle. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup pour cette découverte. Donc voilà, l'intelligence dans le monde de l'IA, elle n'est pas tant dans le modèle, mais plus dans l'apprentissage. C'est peut-être aussi un message d'espoir pour toute l'éducation nationale, sur le fait que en fait, l'intelligence, elle passe par l'apprentissage et pas quelque chose d'inné dans la construction du cerveau. Merci aussi à tous de partager ce podcast autour de vous. Et pour tous les messages que je reçois aussi régulièrement sur Twitter, je vous vois mentionner le podcast quand quelqu'un demande qu'est-ce qu'il y aurait un podcast à écouter. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.